Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette matinale organisée par QuickSign et Finance Novation au Palais Brognard sur l'investissement. En quelques mots, je suis Anne Ledreff, responsable de la filière banque au sein du pôle Finance Novation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Finance Novation, on est un pôle de compétitivité qui a été créé par l'État en 2007 et qui a pour objectif de rassembler les acteurs de la finance autour des grandes thématiques liées à l'innovation. Aujourd'hui, on a un écosystème de plus de 500 membres qui sont répartis en 6 filières: banque, assurance, finance durable et solidaire, gestion et financement d'entreprise, immobilier et gestion d'actifs. On organise régulièrement des grands événements, des matinales, mais on a également des groupes de réflexion, on fait des études, on fait des rencontres entre grands groupes et startups, on fait énormément de choses. Alors sans plus attendre, je vais donner la parole à Hugo qui anime cette table ronde. Merci Anne pour ton introduction. Merci aussi donc à Finance Innovation de nous accueillir dans leurs locaux. Merci à vous d'être présents dans cette salle et aussi merci à ceux qui nous écoutent en ligne. Je crois qu'ils sont à peu près 50. Donc merci pour votre présence. Et bien sûr, merci aux speakers et aux sociétés représentées. Donc, je m'appelle Hugo Ferrand, je suis Sales Strategist chez QuickSign. QuickSign, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un leader de l'onboarding digital, c'est-à-dire que nous concevons des parcours digitaux pour les services financiers, pour l'entrée en relation. N'hésitez pas à venir me voir après pour que je vous en parle plus en détail. Lors de cette table ronde, ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on parle du contexte qui est très particulier pour les Français. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes, que ce soit en France avec le régime des retraites, l'instabilité gouvernementale, l'instabilité aussi autour de nous avec les guerres de territoire, comme vous le savez. Et en fait, face à ces tensions, on remarque que les Français épargnent massivement. Et la question que je vais poser à chacun des speakers, c'est comment flécher cette épargne vers l'investissement financier et quel rôle peuvent jouer à la fois Bourse Direct, eToro et Saxo Bank. Et je laisse maintenant chaque speaker se présenter. Bonjour à tous, je suis Julien Nebenzal, je représente eToro. eToro, c'est une plateforme multi-active d'investissement de dimension mondiale. Nous sommes présents dans 75 pays avec un peu plus de 40 millions d'utilisateurs et nous sommes cotés sur le Nasdaq depuis le mois d'avril de cette année. Bonjour, Catherine Henny, je suis dirigeante de la société Bourse Direct, un acteur français de la bourse en ligne. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 000 comptes de clients et nous opérons principalement sur le marché français. Bonjour, je suis Fabien Carriel, directeur général de Saxo Bank. Donc Saxo Bank, on est une banque danoise, fondée en 92, il y a un peu plus de 30 ans. On est en France depuis 2008, ça fait une quinzaine d'années où on propose des services d'investissement en ligne, de trading et d'investissement. On est présent dans une douzaine de pays à travers le monde. Et voilà. Très bien. Eh bien, merci de vous être présenté. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont en fait mieux vous expliquer à quel point le contexte est particulier pour les Français. Il faut savoir que donc, le taux d'épargne financière des Français a plus que doublé en 10 ans. Donc, le taux d'épargne des Français, c'est le somme des placements financiers auquel on exclut le remboursement des crédits immobiliers. Et donc, cette somme a considérablement augmenté ces derniers temps. Et aujourd'hui, vous avez un patrimoine financier des Français qui est 2 fois supérieur au montant de la dette nationale. Donc, ça rejoint ce que je disais avant, les Français épargnent massivement. Et je pose cette question à Catherine Henny. Voilà, qu'est-ce que vous observez chez Bourse Direct? Est-ce que vous validez un peu la tendance que je viens d'évoquer? Est-ce que vous voyez certains comportements ces derniers temps chez Bourse Direct? Effectivement, ce qu'on peut observer, et il y a un certain nombre de statistiques qui le démontrent, c'est que l'épargne des Français a fortement augmenté au cours des 5 dernières années. Il faut savoir que l'épargne des Français représente aujourd'hui 18% de leurs revenus, quand ça représentait 14% encore en 2019. Et cette épargne s'oriente sur différents supports. Donc, il y a à peu près 30% de cette épargne sur des comptes bancaires et des comptes de dépôt, 30% sur de l'assurance vie et une part de plus en plus importante sur des instruments financiers et les marchés, donc les produits financiers de façon générale. Ce que nous pouvons observer chez Bourse Direct, c'est effectivement depuis 5 ans
une arrivée massive de nouveaux investisseurs. Il faut savoir que la bourse a quand même été fortement désertée pendant les années 2015-2019 et dès 2020, on a vu revenir de façon très importante ces investisseurs qui souhaitaient constituer des portefeuilles boursiers et donc investir sur des actions. Ce phénomène s'est poursuivi, voire accéléré depuis, et avec notamment l'arrivée de jeunes investisseurs qui souhaitent, dès leur plus jeune âge, constituer un portefeuille boursier pour constituer un patrimoine très tôt. Voilà. Très bien. Et question pour vous, Julien, pour eToro. Est-ce que vous pouvez étayer ces propos? C'est-à-dire que je regardais les chiffres et j'ai vu qu'en 2024, on avait effectivement beaucoup de nouveaux investisseurs particuliers sur les marchés, précisément 216 000 nouveaux investisseurs en actions cotées et 246 000 pour les nouveaux investisseurs en ETF. Donc là, on va y revenir, mais les ETF, c'est vraiment une manière de démocratiser et c'est un produit financier qui a la cote, sans mauvais jeu de mots. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'observe eToro comme raison d'aller investir alors qu'il y a de l'incertitude? Quand on est jeune, on n'a pas forcément les moyens, on a une aversion au risque qui est assez forte. Et en fait, pourquoi il y a des jeunes qui font le choix d'y aller malgré cette peur? Alors, vous décrivez en fait l'évolution d'un marché, celui des services d'investissement, en prenant les chiffres de 2024 qui sont vraiment très, très forts, très prégnants. Ils nous parlent. Si on prend un petit peu de recul, évidemment, la période de fermeture des économies, le Covid, a joué un rôle un peu détonateur, puisque pendant 1 ou 2 mois, un certain nombre de personnes se sont retrouvées finalement face à leur écran, avec les possibilités d'investir des sommes, puisqu'ils avaient beaucoup de temps libre. Et ça a permis de se former, d'apprendre des choses, ça agit vraiment comme un petit détonateur. Ensuite, et là, je suis donc du côté toujours un peu de l'analyse de la demande, c'est-à-dire pourquoi il y a cet engouement. Et il y a un deuxième point qui serait plutôt à laisser aux sociologues, mais qui tente à montrer, ou ce sera confirmé, que dans les sociétés occidentales, il y a une prise en compte plus importante de la nécessité de gérer l'avenir de son patrimoine, peut-être de moins se reposer sur des systèmes collectifs. C'est un peu l'arbitrage entre la puissance des États qui sont plus endettés, ça génère un peu d'anxiété, l'endettement a toujours généré de l'anxiété, et donc chacun est tenté de se préoccuper un peu plus de ses finances. Ça, c'est des mouvements vraiment de fond du côté de la demande, et du côté de l'offre, l'offre est vraiment, elle progresse très, très, très bien et très vite, l'offre de services d'investissement. Sans faire une grande histoire, mais les années 2000, c'est l'apparition de la banque en ligne, on va dire. Quelques années plus tard, on voit apparaître des marchés comme le marché des changes ou des notions aussi de CFD qui apparaissent. Et puis, milieu des années 2010, c'est tout l'investissement en ligne, la possibilité d'avoir recours à ce qu'on a appelé à l'époque des robo-advisors. Et tout ce mouvement-là, il a continué. La digitalisation s'est renforcée, s'est optimisée elle-même. C'est-à-dire qu'on fait les choses beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans. Et donc, on obtient une évolution de l'offre vers beaucoup plus de transparence. Ça, c'est valable dans le monde entier. On arrive aussi à une accessibilité accrue avec des seuils d'investissement qui ne font que baisser, qui permettent à chacun de tester en fait sa capacité d'aller gérer son patrimoine à terme. Et puis, dans cette partie, alors ce n'est pas de l'innovation, mais c'est vraiment un point important de la profession, c'est tout ce qui va concerner la pédagogie, l'éducation, la formation. Je crois que tous les acteurs, on en fait partie évidemment, ne serait-ce qu'au travers de notre eToro Academy, mais tous les acteurs ont souhaité, chacun à leur manière, mieux former leurs clients à la finance. Et en fait, quand vous prenez la partie demande et la partie offre, vous obtenez un marché qui est véritablement en croissance avec les chiffres de 2024. D'accord. Eh bien, voilà, je pense qu'on peut tous se réjouir que ce soit un marché en croissance, mais il y a quand même des freins qui demeurent, voilà, puisque le nombre de Français qui investissent demeure quand même assez bas, notamment quand on compare à d'autres pays et en particulier aux États-Unis. Voilà, il y a seulement 1,7 million de Français qui sont des investisseurs actifs selon l'AMF en 2024. Donc voilà, question plutôt pour Julien, pour Saxo Bank, pour Fabien, pardon, pour Saxo Bank. Si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les mentalités pour que ceux qui n'investissent pas encore fassent travailler leur argent et aillent sur vos plateformes pour investir? Alors,
comme vous le disiez, on a 1,4 million d'investisseurs actifs donc, qui ont acheté des titres cotés l'année dernière. On a 7,2 millions de PEA en France. Donc, c'est dire que la part d'inactifs est assez élevée. On a le meilleur taux d'épargne financière d'Europe. Je crois qu'on est à 10, on a dépassé les 10%, on est devant l'Allemagne. Donc, on est le pays en Europe qui, et vous donniez la définition tout à l'heure de l'épargne financière, qui investit le plus dans son patrimoine financier. Mais on est extrêmement fort pour épargner en France, mais on est nul pour investir. Et il y a un vrai problème, je pense, de culture. En France, il y a déjà une aversion au risque qu'on retrouve à travers les dernières peut-être générations, en tout cas les dernières décennies. Ça s'améliore, la tendance est bonne, donc il faut s'en réjouir, mais il y a quand même des freins. Il y a, je pense, cette aversion au risque qui est assez culturelle en France. Et on retrouve ça dans la typologie des métiers, on retrouve ça sur l'entrepreneuriat il y a 25 ans, 30 ans qui était beaucoup moins développé. On a un manque d'éducation financière. Alors, Julien parlait des efforts qu'on fait tous pour l'éducation financière. Il y a un mouvement de fond d'éducation financière à travers les acteurs qui forment leurs clients, des influenceurs, en tout cas des gens sur les réseaux sociaux qui développent des vrais parcours de formation. Et donc, il faut faire la part des choses entre certains qui sont dans d'autres zones géographiques et qui font plus du commerce que de la formation. Mais il y a aussi énormément de personnes qui vont vraiment des vrais parcours de formation en ligne et qui mettent à disposition des néophytes ou des investisseurs débutants des vrais parcours de formation et de sensibilisation. Mais avec cette évolution et avec cet engouement qu'on a vu, parce que le marché, même si on part d'assez bas avec 1,4 million, est en forte progression, il y a aussi pas mal d'arnaques qui en refroidissent certains. On a fait une étude avec Opinionway il y a 6 mois et on demandait effectivement quels sont les freins. Et donc, il y a la peur de l'arnaque qui est extrêmement forte. Et donc, il y a de la part des acteurs un peu mainstream comme nous, de rassurer, de former, d'expliquer comment ça passe et de dire, bah, quand vous passez par des gens qui sont régulés, qui sont réglementés, qui sont contrôlés par différents régulateurs, il n'y a quand même pas beaucoup de risques. Donc, faites attention avec qui ou comment vous investissez. Et le deuxième frein qu'on voyait, c'est que la plupart des Français pensent que l'investissement est réservé à une élite. Une élite soit financière, et donc j'ai quelques milliers d'euros de côté, ce n'est pas pour moi l'investissement. Alors qu'on voit les seuils et les minimums d'investissement qui baissent pour les ouvertures de compte. Chez tout le monde, ça baisse. Donc c'est une idée conçue qu'il faut combattre. Et la deuxième élite, c'était une élite de sachants, de dire « Ah ben non, moi je ne connais pas, je ne peux pas investir ». Et donc, ce qui est important, c'est que de faire tomber ce biais, de faire tomber ces freins pour dire mais passer à l'action. On est dans la série des jeux de mots entre la cote et le passage à l'action, mais ce qu'il faut, c'est faire ce premier pas. Et on a des coachs avec des applis pour faire du sport, on a des coachs pour se mettre et faire ce premier pas pour prendre son avenir financier en main. Et alors, c'est une tendance de fond, je suis d'accord. Il y a vraiment des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent, il y a des salons qui se développent, il y a des forums en ligne où on sent que la nouvelle génération, est-ce que c'est anxiogène parce qu'on leur parle de la retraite qu'ils n'auront jamais? Est-ce que c'est l'environnement économique un peu hésitant en ce moment où ils se disent non, il faut que je fasse quelque chose, mais il y a cette volonté de prendre les choses en main, mais ce qui est important, c'est de faire le premier pas. Parce que ouvrir un compte et se dire tiens, je vais investir 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est à la portée de beaucoup de monde. Alors, c'est sûr, ce n'est pas ça qui va changer votre vie, mais en revanche, ce passage à l'action, ça peut débloquer énormément de choses. Donc, les freins, il y en a effectivement qui sont culturels, mais l'avantage, c'est qu'en communiquant, en formant, en éduquant, on peut les combattre et on peut changer les choses. Donc, même s'il y a des freins, je reste très confiant quand même sur l'avenir. Bien, content d'entendre votre enthousiasme. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez, le premier pas. En fait, tant mieux qu'il y ait beaucoup de jeunes qui y vont, qui n'ont plus peur d'aller investir. Mais on remarque aussi que la concurrence entre les plateformes d'investissement est accrue. Il y a de plus en plus de choix. Et donc, j'aimerais maintenant vous interroger sur vos différences, votre proposition de valeur, votre positionnement, pour savoir, voilà, une fois qu'un jeune, notamment, a dépassé sa peur et va aller investir ses fameux 300 premiers euros, comment vous allez le recruter, le rassurer et finalement l'onboarder sur un PEA, un compte titre ou une autre enveloppe financière. Et donc, question pour eToro, quelle est votre proposition de valeur, votre positionnement et surtout la cible de vos investisseurs particuliers, s'il vous plaît?
Alors, dans votre question, votre introduction, il y a la partie onboarding, comment est-ce qu'on ouvre un compte, et ça répond en fait à la question suivante. On est un réseau social avant tout, donc en fait, il n'y a pas d'ouverture de compte préalable. On peut simplement s'enregistrer gratuitement sur le réseau et avoir accès à la totalité ou la 99% des ressources de la plateforme. Donc, toute personne peut venir découvrir les différents actifs qui sont proposés et puis regarder le réseau social, les gens qui échangent entre eux et finalement participer à sa propre formation, voire dans certains cas contribuer. Alors, ce qui nous différencie, bon, on est une plateforme multi-actifs avec des produits qui sont dans le monde entier. Alors, on n'est pas forcément les seuls, mais enfin, dans la capacité à traiter des actions, des ETF, des matières premières, des cryptos avec un wallet et encore d'autres services, je ne vais pas tout détailler, on fait partie d'un petit groupe de personnes qui font ça. Ensuite, depuis la création de la société il y a 18 ans, les mots d'ordre sont toujours les mêmes. L'accessibilité, donc on a toujours été très accessible, on l'est toujours et on cherchera à l'être encore plus sur les nouveaux produits. Il y a la transparence, le fait que tout le monde ait accès à toute forme d'information disponible dans la plateforme, ça c'est vraiment clé. Et puis la pédagogie, j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, on a beaucoup investi dans le schéma eToro Academy. Après, ce qui va vraiment faire quelque chose qui est unique chez nous, c'est la capacité de regarder ce que d'autres investisseurs font et donc, en les observant, de choisir de les copier. Alors, les copier, ça veut dire, c'est quelque chose qui est très simple, c'est de dire, je constate que telle personne a une composition de portefeuille, un objectif ainsi décrit. Je regarde ses performances sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je vais même assez loin. J'ai la volatilité du portefeuille, j'ai le score ESG du portefeuille de la personne. Et si je trouve que cet ensemble me correspond, eh bien, je peux décider d'investir, mais pas investir 10 000 euros, investir par exemple 100 euros ou 200 euros. Et ce faisant, trouvant un investisseur qu'on appelle les popular investors, investisseurs populaires chez nous. Trouver un investisseur qui correspond à ce que je veux, je peux en trouver un deuxième, un troisième et un quatrième. Et une fois que vous en avez 1, 2, 3, 4 et que vous avez sélectionné aussi 1, 2 ou 3 ETF, bah, vous commencez à être extraordinairement diversifié en fait, par construction. Donc, ce qui nous différencie, je crois, énormément, c'est cette capacité qu'on a à proposer des solutions innovantes comme de copier l'attitude d'un investisseur privé, certes, un particulier, mais qui a des performances et de la régularité à long terme. Et donc, vous avez souligné l'importance du réseau social eToro. Vous avez parlé de crypto également, de copy trading. Ça sonne un langage assez jeune. Donc, est-ce que ça veut dire que vous ciblez en particulier les jeunes ou pas nécessairement? À partir du moment où on s'est constitué autour, notamment de valeurs d'accessibilité, on se tournait naturellement vers les jeunes. Quand on a priorisé l'éducation, et ça encore une fois depuis 18 ans, on se tournait vers ceux qui n'avaient pas cette formation, donc naturellement les jeunes. Quant à la partie des cryptos qui existe depuis 2012-2013 chez nous, c'est vraiment la conviction des fondateurs que cette zone d'évolution des instruments financiers est tout à fait clé et stratégique. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en place et que nous l'avons dans eToro. Il se trouve après que les cryptos peut-être parlent plus à des gens de moins de 40 ans qu'à des gens de plus de 40 ans. Ça, c'est la conclusion finale. Mais c'est quand même au départ vraiment un choix stratégique de l'entreprise. D'accord. Bien, merci pour nous avoir expliqué votre positionnement. Et vous, Catherine Nini, qu'en est-il de Bourse Direct? Comment vous positionnez-vous? Qui ciblez-vous en particulier, s'il vous plaît? Alors, Bourse Direct, c'est un acteur historique du marché français. C'est une société qui a été créée en 1996 et donc qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Et de ce fait, nous avons une clientèle assez large en termes de profil, même si au cours des dernières années, nous avons pu observer un rajeunissement de notre clientèle. Globalement, l'âge moyen de la clientèle chez Bourse Direct est autour de 48-50 ans. Les moins de 35 ans représentaient à peu près 15% en 2019. Ils représentent aujourd'hui un peu plus de 30%, ce qui montre le rajeunissement de la clientèle. Mais cependant, nous avons une clientèle quand même historique, assez mature, avec des portefeuilles de taille assez significative. Et donc, nous avons toujours privilégié chez Bourse Direct l'expertise. En fait, nous sommes restés fidèles à notre cœur de métier qui est la bourse, et la bourse vraiment au service à la fois de la transparence et de la performance.
Ce qui nous intéresse chez Bourse Direct, c'est vraiment de proposer le service de meilleure qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'intégrer toute la chaîne de valeur de notre métier. C'est-à-dire que nous avons nos propres équipes de développement qui développent à la fois sur nos plateformes web, mais également nos applis mobiles. Nous avons toutes nos équipes qui assurent l'animation d'une table de marché avec des experts de la bourse capables de répondre à toutes les questions des clients, des questions techniques sur les OST, sur tout instrument. Et nous avons créé notre propre back-office. Donc, nous assurons la tenue de compte, conservation des comptes titres de notre clientèle. Et le fait d'avoir développé toute cette chaîne de valeur nous apporte une maîtrise assez forte, finalement, du service que nous proposons à nos clients. En tant que négociateur, nous nous sommes attachés très vite, dès 2010, à la qualité d'exécution, parce que cela nous paraît être un point extrêmement important qu'on oublie souvent, malheureusement. Effectivement, les clients sont très attachés aux tarifs de courtage, à la gratuité des courtages. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de l'exécution peut avoir un impact très fort sur le portefeuille du client. Et effectivement, c'est un élément qui, pour nous, est très important dans l'exécution d'un ordre et qu'on essaie de communiquer, de transmettre à nos clients qui restent malheureusement peut-être un peu trop sensibles encore à la question unique du prix. Et le prix, c'est aussi l'exécution de l'ordre. Donc, nous avons travaillé depuis de nombreuses années sur la qualité d'exécution en exécutant les ordres de nos clients sur différentes plateformes de façon à aller rechercher systématiquement le meilleur prix d'exécution pour nos clients. Ensuite, nous avons toujours dans cette volonté d'une expertise forte accompagner nos clients dans le cadre de formation. Donc, avant la période Covid, nous organisions très régulièrement des formations en présentiel. C'était le modèle. Et le modèle a changé et on est passé sur du webinaire. Et donc aujourd'hui, effectivement, énormément d'acteurs proposent des formations au travers de webinaires, ce qui est quand même très, très efficace et très facile à organiser. Et je pense que ça va dans un sens qui est très favorable à l'éducation des Français qui ont vraiment besoin de mieux comprendre le fonctionnement des marchés, mieux comprendre l'intérêt de l'investissement sur différents produits financiers et donc pouvoir développer ainsi leur patrimoine au travers d'instruments financiers. Donc je dirais que notre positionnement répond à la fois à une nouvelle génération qui souhaite investir très tôt, mais nous restons quand même très attachés à notre clientèle historique, alors certes qui va vieillir dans le temps, hein, mais pour autant qui a besoin aussi d'un service peut-être un petit peu différent, avec beaucoup d'expertise et finalement un service très très précis sur la gestion d'un portefeuille. Par ailleurs, Bourse Direct, nous sommes une société cotée depuis 1999 et pour nous, c'est un gage aussi de transparence vis-à-vis de nos clients qu'ils puissent depuis de nombreuses années suivre l'évolution de la société, ses résultats, sa performance aussi. Et donc, nous attachons à cette transparence pour nos clients. Très bien. Merci de nous avoir expliqué vos différenciations et notamment l'ordre à la meilleure exécution. Très important. Et voilà, Fabien, qu'en est-il de Saxo Bank? Et peut-être si vous pouviez aussi expliquer, vous êtes danois d'origine, la répartition des clients en France par rapport aux autres pays autour de nous, s'il vous plaît. Alors, donc Saxo, effectivement, on est une banque danoise fondée en 92. Et la particularité de Saxo, c'est que ça a été conçu comme une boîte très proche de la tech. Notre fondateur aime bien dire qu'il était une fintech avant que le mot existe. C'est comme tous les entrepreneurs qui aiment bien faire des bons mots. Mais c'est vrai que donc il a monté quand même une boîte de courtage à l'époque où il n'y avait pas Internet. Et donc, on a commencé avec le téléphone et puis ça s'est développé fin des années 90, l'apparition d'Internet. Il était la première plateforme de trading ou d'investissement au Danemark. Et la façon dont la boîte a été construite, c'est qu'on met en relation des clients qui veulent exécuter des ordres avec des lieux, des places d'exécution à travers le monde. Donc, ça peut être des places réglementées, les bourses, Euronext, Nasdaq, les États-Unis, on propose pas mal d'exécutions. Ça peut être des pools bancaires, ça peut être des
des SMN, des systèmes multilatéraux de négociation. Mais la force, c'est que quand des clients viennent et veulent exécuter un ordre, la technologie permet, dans 99,99%, je pense, le dernier rapport d'audit montre que l'ordre est exécuté. Et donc, il y a cette fiabilité techno, et ce qui nous permet de distribuer à travers le monde, dans les différents pays, avec cette architecture unique, avec quelque chose, donc une pile technologique très centralisée, de pouvoir distribuer les services dans différents pays. Donc, on est présent dans une douzaine de pays, on est présent bien sûr un peu partout en Europe, on est présent en Asie, et d'avoir des clients dans toutes ces géographies nous oblige d'une part d'avoir accès aux marchés locaux. Et donc, effectivement, quand on a un courtier ou une banque à Singapour, à Tokyo, à Hong Kong ou en Australie, on est obligé de proposer ces marchés-là. Mais on peut aussi proposer à ces investisseurs l'accès aux bourses européennes qu'on propose à nos clients européens. Donc, une des forces de Saxo, c'est d'avoir une gamme de produits, et notamment sur les actions extrêmement larges, qui permet aux investisseurs du monde entier d'avoir accès à toutes les places de négociation sur lesquelles on est branché. Donc, quand vous êtes à Paris, vous pouvez aussi bien traiter Euronext Paris ou le DAX ou le UK ou les États-Unis, mais vous pouvez aussi traiter la Malaisie, si ça intéresse quelqu'un. Alors, j'avoue qu'en France, on en a assez peu quand même qui traitent la Malaisie, mais on a notamment Hong Kong, et donc si on veut acheter du Alibaba, du Tencent, du Xiaomi, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui permettent de le faire aujourd'hui, et au même tarif pour tous les clients de Saxo à travers le monde. Donc, nous, on a des tarifs assez agressifs sur Euronext Paris, mais le client de Singapour ou de Tokyo aura le même tarif sur Euronext Paris, et inversement, l'investisseur français aura le même tarif que l'investisseur singapourien s'il veut investir à Singapour ou à Hong Kong. Donc, c'est cette, je vais dire, cette largeur de gamme pour les investisseurs sur le domaine des actions qui explique un peu notre différence. Et également la gamme au sens large de produits, de classes d'actifs, puisqu'on propose bien sûr les actions, les ETF, les obligations, les OPCVM pour les investisseurs. Mais si, comme on veut accompagner les clients un peu tout au long de leur vie, ou différents types d'investisseurs, s'ils veulent évoluer vers des produits un peu plus agressifs, que ce soit les options, que ce soit les futurs, pour mettre en place des stratégies, ils ont la possibilité de le faire. S'ils veulent faire des opérations de change, s'ils veulent faire des opérations sur le CFD, c'est aussi des produits qu'on propose. Donc, l'écrasante majorité des clients viennent pour des produits d'investissement, donc acheter des titres au comptant, que ce soit des titres cotés. Mais il y a cette possibilité de diversifier. Et donc, avec cette largeur de gamme, on s'adresse bien sûr aux particuliers individuels, mais on a aussi des comptes pour les personnes morales, et on propose aussi aux petits institutionnels, donc des petits fonds d'investissement qui ont 100 millions d'actifs et jusqu'à plutôt inférieur à 1 milliard, qui sont pas assez gros pour aller voir des banques d'affaires et de dire moi je veux traiter mes actions avec tel énorme courtier, puisque ces grands institutionnels ne vont pas passer trop de temps avec des petits fonds. En revanche, s'ils viennent chez nous, ils ont l'avantage d'avoir une plateforme, ils vont pouvoir traiter leurs actions à des prix très agressifs, mais aussi faire leur couverture en futur ou en option. Et s'ils veulent faire du monétaire avec certains fonds ou certains ETF, ils ont la possibilité de le faire. Donc c'est cette largeur de gamme, je pense, qui est assez intéressante. Et en plus de ces institutionnels et de ces investisseurs particuliers, on propose également une offre pour les CGP ou les sociétés de gestion qui peuvent, par l'intermédiaire de nos plateformes, soit conseiller leurs clients, ou dans le cas des sociétés de gestion, gérer le compte de clients quand ils ont bien sûr tous les agréments et les mandats de gestion en place. Donc voilà un peu un peu les différences de Saxo, et je rejoins complètement Catherine quand elle parlait de la qualité d'exécution. Et que la qualité d'exécution a un prix, parce que c'est des infrastructures de marché, c'est des vérifications, c'est de la best exécution, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, notamment quand on investit, c'est de faire appel à des courtiers, bien sûr, qui sont en Europe, en tout cas quand vous êtes français, avec les agréments qui vont bien, mais en plus de regarder effectivement comment est-ce qu'on exécute, comment est-ce qu'on traite les ordres des clients, et s'il y a un problème, qu'est-ce que je peux faire, qui est-ce que je peux appeler, est-ce que je peux contacter un service client, parce qu'on est tous des acteurs en ligne, mais l'importance du service, c'est ça qui permet de faire la différence, et c'est pour ça que les tarifs, il y a une exécution à payer, mais il y a aussi un service client à payer derrière. Alors on a des chats, on a des outils très techno qui permettent de servir les clients, mais de temps en temps,
parce qu'on parle quand même du patrimoine financier de nos clients, donc c'est quelque chose avec lequel on ne rigole pas. On sait que si on fait un virement bancaire, l'argent ne va pas se volatiliser, il ne va pas être perdu, et donc il est coincé entre deux banques. Quand on est un professionnel de la finance, on se dit, OK, ça va se débloquer, l'argent n'est pas perdu, mais un client qui ne voit pas l'argent sur son compte, il a besoin de parler à quelqu'un qui va le rassurer. Et donc c'est extrêmement important, en plus de proposer un service de qualité, d'avoir un service client qui répond à vos questions, à vos interrogations, qui peut vous rassurer ou répondre à vos questions. Eh bien, merci d'avoir parlé du service client, du support, notamment via des chatbots ou autres, très à la mode en ce moment. Et ça fait lien avec ma question suivante, qui est comment se fait une ouverture de compte chez vous? Voilà, on l'a dit, la concurrence est forte pour trouver une plateforme d'investissement. Forcément, quand on n'a encore jamais investi, on a devant soi plusieurs acteurs et la manière dont on va s'onboarder, c'est-à-dire s'enrôler, a une importance. Et par rapport à ce que vous disiez, il y a des facteurs qui sont très importants, c'est-à-dire aussi qui on cible, c'est-à-dire quelqu'un de 50 ans ne va pas avoir les mêmes attentes qu'un jeune de 19 ans, notamment sur l'instantanéité de l'onboarding. Il y a aussi les codes qu'on reprend dans la manière de s'onboarder. Les jeunes attendent un aspect un peu plus de gamification. Donc, est-ce que c'est des choses que vous reprenez? Et bien évidemment, une fois que je toque à votre porte pour ouvrir un compte, est-ce que j'ai un support? Est-ce qu'il est via de l'IA? Est-ce que c'est un humain que je peux appeler derrière? Voilà, et je pose cette question notamment parce que chez QuickSign, c'est un peu notre expertise de gérer ces parcours d'ouverture de compte de manière digitalisée. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait au hasard que je pose cette question. Et je commence par vous, Catherine. Si voilà, demain je voulais ouvrir un compte chez Bourse Direct, comment ça se passerait, s'il vous plaît? Alors, je pense que ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que lorsqu'un client arrive chez un courtier, il a déjà fait un petit peu le tour du marché parce que effectivement, en ligne, on a toutes les informations qu'on peut souhaiter sur l'offre d'un courtier, sur un peu son ADN, sur sa culture. Et nous voyons bien, lorsque nos équipes commerciales sont en contact direct avec des prospects, le prospect connaît déjà tout du marché. Donc à nous éventuellement de le convaincre que notre offre est différenciante ou pas. Maintenant, je dirais que les parcours d'onboarding sont pour l'ensemble des acteurs du secteur 100% digitalisés. Hein, il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Avec des choix, je dirais, de déroulement de l'onboarding potentiellement différents. Il faut savoir que dans les process d'onboarding des clients, nous avons quand même des contraintes réglementaires assez fortes. Nous sommes sur des marchés régulés et nous devons obtenir un certain nombre d'informations à la fois sur les patrimoines et sur l'expertise des clients dans le cadre de l'ouverture de leur compte pour après être en mesure de les accompagner au mieux, de surveiller tous les mouvements de trésorerie des clients dans le cadre de nos obligations de surveillance du blanchiment qui font partie des obligations de l'ensemble des acteurs, mais également de l'expertise du client pour lui proposer les produits adaptés à son niveau de connaissance du marché. Donc, certains acteurs ont fait le choix de faire des onboardings très rapides et très simples avec le minimum d'informations et ensuite, une fois que le client est sur la plateforme, d'itérer sur des questions complémentaires. Donc, le parcours peut paraître très simple dès le départ, mais après, il y a toutes ces questions qui arrivent. Et d'autres acteurs ont fait le choix, un peu comme nous, de poser toutes les questions dès le départ. Comme ça, une fois que le client est dans son environnement, on ne l'embête plus avec des nouvelles questions sur sa connaissance. Voilà, donc je dirais que ça, ce sont des choix stratégiques d'onboarding qui peuvent donner l'impression aux clients que tel ou tel onboarding est plus rapide et plus efficace. Maintenant, de façon générale, j'ai envie de dire que globalement, à partir du moment où c'est digitalisé, on a des clients qui, en 10 minutes, ont ouvert leur compte sur notre appli mobile, puisque les jeunes aujourd'hui utilisent de plus en plus l'appli mobile pour ouvrir leur compte. Et ça fait partie aujourd'hui d'une qualité de service aussi que nous devons aux prospects et à nos futurs clients. Et vous avez parlé du questionnaire de connaissances clients, c'est-à-dire que si je réponds des mauvaises réponses à ce questionnaire-là, je pourrais avoir mon accès qui est refusé pour certains produits financiers chez Bourse Direct. Alors non, ce n'est pas un accès refusé, c'est que si nous observons que vous ne connaissez pas le produit, lorsque vous allez vouloir passer un ordre sur ce produit, vous aurez des messages d'alerte
vous indiquant que votre niveau de connaissance n'est pas suffisant pour pouvoir investir sur cet instrument qui présente peut-être des risques plus forts que d'autres instruments. Et donc, nous vous avertissons à plusieurs reprises, attention, attention, attention. Et maintenant, si le client veut quand même appuyer sur le bouton, ben, il prend ses responsabilités. D'accord. Je ne ferai jamais ça. Très bien. Et pour vous, Julien Itoro, vous avez expliqué qu'en fait, il y a 2 niveaux d'ouverture de compte. C'est-à-dire que je peux commencer à m'inscrire sur la partie réseau social et ensuite m'inscrire sur la partie plateforme d'investissement. C'est bien ça? Oui, c'est ça. L'idée, c'est pour toute personne qui veut découvrir les possibilités d'investissement avec nous, c'est d'abord de s'enregistrer gratuitement et de regarder tout ce que la plateforme propose comme service, tous les actifs différents. On a automatiquement un compte virtuel, ce qui permet de faire déjà des premières opérations, de se familiariser avec les systèmes de passage d'ordre, de suivi de portefeuille, positionner des ordres de stop de protection, de prise de profit. Donc, tout un ensemble de choses qui, avec le contenu de l'académie, de pédagogie, permet à chacun de pouvoir faire ses premiers pas. Et ensuite arrive la partie justement de l'onboarding. Alors, nous, on a opté pour faire un onboarding très simple, pour donner un accès rapide à des produits très simples, qui sont les actions et les ETF, pour faire court. Donc là, c'est quelques questions. Que ce soit 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, ça dépend de la vitesse de chacun. Mais enfin, c'est devenu une commodité pour notre industrie, hein, que ça se fasse sur ordinateur ou sur téléphone. Je crois qu'à peu près tout le monde est capable de faire un onboarding rapide pour au moins des premiers produits. Ensuite, pour aller découvrir d'autres produits, qu'il s'agisse d'effets de levier, qu'il s'agisse de crypto, qu'il s'agisse aussi de copy trading, que nous considérons comme un niveau de connaissance déjà avancé, alors il faudra répondre à des questions complémentaires, à l'issue desquelles on est capable de dire à la personne vous pouvez accéder à tel type de produit ou vous ne devez pas accéder à tel et tel type de produit parce que vous n'avez pas les connaissances suffisantes. Donc, cet onboarding qu'on a choisi permet à tout individu de commencer tout de suite. Et il y en a beaucoup, notamment, on parlait tout à l'heure de la clientèle des jeunes. Quand ils arrivent, ils sont plutôt attirés par des solutions les plus simples et les plus transparentes possibles. On revient toujours au même terme. Donc, des ETF, un portefeuille d'ETF, des versements programmés, des choses comme ça, qui permettent de commencer à construire le patrimoine, de regarder comment ça évolue. Et ça, c'est typiquement le premier niveau d'ouverture de compte que je décrivais en quelques minutes. D'accord. Merci de nous avoir détaillé cette approche. Et je pose donc la question maintenant à Fabien pour Saxo Bank sur comment ça se fait chez vous, s'il vous plaît. Donc, c'est un parcours digitalisé. Il y a un seul compte chez Saxo qui permet, alors on peut y accéder à travers différentes plateformes, mais c'est le même compte sur lequel vous négociez. C'est un parcours digital, que ce soit pour les personnes physiques ou les personnes morales. On a aussi un flow 100% en ligne. Et comme le disait Catherine, c'est qu'il y a des obligations réglementaires qu'on doit respecter. Donc on se doit de poser un certain nombre de questions sur les connaissances du client, l'expérience, mais aussi sur l'origine des fonds. Parce que quand quelqu'un nous dit qu'il va investir des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, dans ces cas-là, on doit vérifier. Pour les investisseurs, ou en tout cas le plus grand nombre des investisseurs qui n'investissent pas des montants supérieurs à 100 000 ou 200 000 euros et qui sont employés, salariés, qui ont un profil de risque assez faible, on va dire. Parce que quand on entre en relation avec un client dans la banque, on est obligé il y a une classification des risques où on doit attribuer un profil de risque à chaque client et en fonction de ce profil de risque, on se doit de mettre des mesures de surveillance en place. Mais donc pour les clients qu'on juge d'avoir un niveau de risque modéré, dans ces cas-là, l'ouverture se fait instantanément et le client peut, dès qu'il a fini son parcours d'entrée en relation, approvisionner son compte. Et ce qui est bien, c'est que maintenant que c'est obligatoire, toutes les banques sont obligées de le faire sur tout ce qui est virement instantané. Enfin, c'est pas en tout cas dans la zone eurozone. Donc, vous pouvez à la fois faire votre parcours d'entrée en relation, ouvrir votre compte, il est validé, vous avez votre IBAN, vous pouvez investir et mettre en place, approvisionner votre compte, pardon, et ensuite mettre en place soit un versement libre programmé si vous voulez faire des versements récurrents, ou alors se dire tiens, j'ai envie de passer à l'action, pour reprendre le bon mot de tout à l'heure, tout de suite, et donc d'acheter directement des actions. Mais donc, ce qui est intéressant, et c'est une des forces des parcours en ligne, c'est que si on se prend en main et on se dit, OK, je m'y mets, ça peut être assez rapide. En revanche, il ne faut pas, et vous parlez de gamification tout à l'heure, il ne faut pas se tromper, investir, c'est pas jouer. Alors, tester, c'est une chose, et on peut tester avec des petits montants, mais il y a pas mal
d'applications ou d'intermédiaires. Oui, félicitations, des confettis, des icônes, des emojis dans tous les sens. Et ok, c'est bien, mais on va quand même investir de l'argent et il faut faire attention où est-ce qu'on le met. Donc effectivement, il faut vérifier la connaissance et là-dessus, on est tenu de regarder le caractère approprié du produit qu'on va distribuer au client, donc de vérifier sur certains produits, est-ce que ça correspond pas? Si ça correspond pas, non, c'est pas pour vous, merci, au revoir, traitez les produits qui vous correspondent. Donc, l'avantage du digital, c'est que ça rend l'expérience client assez flexible et donc on peut guider le client étape par étape de je suis sur le site, tiens, je vais regarder, j'ouvre un compte, je clique sur le bouton et étape par étape, on peut l'amener assez rapidement, encore une fois, selon son profil de risque, jusqu'à être effectivement investi et avoir acheté, avoir fait ce premier pas parce que c'est le premier pas qui est le plus important. Il faut briser la glace, comme on le disait tout à l'heure, et c'est casser ce frein. Et quand les clients ont la chance de pouvoir faire tout ce parcours d'une traite, d'approvisionner et d'être dans cet environnement-là, derrière, ils peuvent conclure et passer leur première opération. Merci. Vous m'avez tous les trois convaincus. Je vais aller ouvrir des comptes chez vous juste après la conférence. Les Français sont multibancarisés, donc n'hésitez pas. C'est ce que je vais faire alors. Et, mais peut-être ce qui sera déterminant pour mon choix, ce sera aussi les fonctionnalités que vous proposez. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont différenciantes que l'un propose et pas l'autre? Voilà, je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Je vais commencer par vous, Fabien, chez Saxo Bank. Alors, la différenciation, en fait, ça dépend des besoins du client. Quand on a un investisseur qui vient et qui dit, moi, ce que je veux, c'est acheter des ETF ou acheter et établir un portefeuille d'actions. Alors, comme le disait Julien, on peut ouvrir son compte en 6, 7 ou 8 minutes où on peut payer plus ou moins cher tant que ça reste raisonnable. La différenciation, je trouve qu'elle est importante à partir du moment où on a des besoins différenciés. C'est-à-dire que pour la grande majorité des investisseurs qui veulent ouvrir un compte et qui veulent se mettre en situation de gérer eux-mêmes leurs finances, la différenciation, elle importe peu. Ensuite, c'est en fonction des évolutions. Ce qu'il faut, c'est pouvoir accompagner le client en fonction de son parcours personnel et de se dire que ce soit un jeune qui commence à travailler, qui a un peu d'épargne, mais qui n'a pas acheté sa résidence principale, donc qui va avoir un investissement d'horizon assez court terme, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Est-ce que je dois épargner régulièrement parce que dans 5 ans, je vais acheter une résidence principale? Est-ce que dans 15 ans, mes enfants seront à l'université et ça risque de me coûter cher s'ils décident de faire une école de commerce ou d'ingénieur plutôt que la fac? Donc, je mets de l'épargne de côté, je fais des versements, j'ai un objectif et donc j'épargne vers cet objectif. Ou alors, non, ça y est, je peux juste épargner pour me faire plaisir ou pour transmettre. Donc, ce qui est important pour se différencier, c'est de comprendre quels sont les besoins des clients et donc de répondre aux différents besoins. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est en les guidant à travers de l'éducation, dont on a parlé tout à l'heure, et c'est en fonction du niveau de sophistication de nos clients d'avoir une réponse assez graduée, et donc d'avoir des plateformes et des services assez simples et intuitifs pour les gens qui débutent ou les gens qui ont une faible expérience. Mais en revanche, pour les clients qui évoluent, qui s'intéressent ou qui, par leur formation, par leur expérience professionnelle, ont déjà des compétences financières avancées, là, il faut pouvoir leur proposer des services. Et je pense que si on parle de différenciation, on a bien sûr nos plateformes propriétaires, donc on en a 3 chez Saxo. On a une plateforme pour les investisseurs assez débutants, puis une plateforme qu'on appelle Saxo Trader qui est soit en ligne, soit carrément téléchargeable, et là ça devient un logiciel de salle des marchés, mais on a, je pense, quelques pourcents de nos clients qui l'utilisent. Mais on a aussi des plateformes tierces, on travaille avec des plateformes comme ProRealTime, avec TradingView, avec Multichart. Donc chaque investisseur ou chaque investisseur actif, quand il passe un cap, derrière peut trouver un service qui lui correspond, avec ce que je disais, la variété de l'offre. Que ce soit sur les places boursières pour les actions, soit sur les classes d'actifs au sens large. Donc, je pense que c'est en fonction des besoins des clients, et c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure avant que la table ronde commence, c'est qu'il ne faut pas chercher, comme on dit dans le jargon, à cross-seller ou up-seller un client dès qu'il arrive. Un client qui est débutant et qui vient, parce qu'il me dit, on m'a parlé d'un ETF diversifié sur l'ensemble des pays développés, il ne faut pas chercher à lui mettre autre chose dans les mains, puisque c'est le premier pas qu'il fait. Peut-être que dans quelques années, il voudra autre chose. Et donc, c'est de l'accompagner idéalement tout au long de sa vie, s'il fait le choix d'être fidèle au courtier qu'il a choisi. Mais c'est de comprendre ce que veulent les clients et d'y répondre, et pas de chercher à tout prix à cross-seller, up-seller et souvent mettre des produits dans les mains des investisseurs qui ne leur correspondent pas. D'accord. Merci pour cet éclairage.
Et Julien, voilà, même si vous avez déjà parlé effectivement de la fonctionnalité de test pour tester sur des valeurs fictives, vous avez aussi parlé du copy trading. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler ce qu'est eToro Academy, parce qu'on a beaucoup souligné l'importance de l'éducation financière. Qu'est-ce qu'on trouve sur eToro Academy? Est-ce que c'est une fonctionnalité différenciante? Première fonctionnalité quand même différenciante, je dis au tout début de l'intervention de cette table ronde, c'est le côté multi-actif. Parce qu'on fait, je le rappelle encore une fois, actions, ETF, matières premières, crypto, indice, change pour ceux qui aiment le change, et puis la fonctionnalité du copy que j'ai expliqué. Il y en a une dont je n'ai pas parlé qui s'appelle les portefeuilles intelligents. Enfin déjà, je dirais en soi, c'est très très différenciant parce que toutes les plateformes ne permettent pas la totalité de ce type d'intervention. Et on continue de travailler là-dessus. Je vous donne un titre d'exemple. Depuis quelques mois, et tout récemment, ça s'est accéléré, les actions du S&P 500, donc les 500 grandes capitalisations américaines, et les actions du Nasdaq 100, les 100 grandes entreprises technologiques américaines, on peut les négocier 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, maintenant sur notre plateforme. Voilà un exemple d'innovation à l'intérieur de la plateforme multi-actifs et de différenciation. Évidemment, tout ce qui est pédagogie, eToro Academy, alors je pourrais en parler longtemps, les contenus, je trouve, on a énormément travaillé pour que toute personne puisse comprendre tout sujet et qu'une personne qui a déjà des connaissances puisse quand même découvrir des choses. Donc, ça a l'air de rien, mais quand on veut faire une bonne pédagogie, en fait, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour, sur une ou deux pages Word, d'arriver à expliquer ce qui, normalement, en termes de contenu, en prend une dizaine. Donc, quand ça se lit, c'est vite lu, c'est vite compris, et on est très heureux pour nos clients, on est très heureux d'avoir fait ça, mais c'est un travail qui est vraiment très significatif. Alors, je peux donner peut-être aussi un petit mot sur les portefeuilles intelligents, parce que bon, j'ai déjà parlé du copy trading qui nous singularise beaucoup. Les portefeuilles intelligents, c'est quelque chose qu'on a lancé dans la suite du copy trading. Ce sont des portefeuilles que nous composons avec notre équipe de recherche, ou bien qui sont composés par des partenaires, et sur des thématiques particulières. Ça permet à nos clients de découvrir la composition du portefeuille, du dit portefeuille, son objectif, de voir aussi son historique de performance à nouveau avec des métriques. J'ai parlé de la mesure de la volatilité tout à l'heure. On retrouve les mêmes métriques que dans les portefeuilles copiés, la métrique aussi des ESG, des scores ESG, donc tout un ensemble d'informations. Et la personne, notre client, peut investir dans ces portefeuilles. Alors, un des portefeuilles qui a eu beaucoup de succès, qui a été lancé il y a 1 an et demi, c'est évidemment le portefeuille dédié à l'intelligence artificielle. On a créé un portefeuille de 30 titres. Alors, on a une méthodologie qui est assez, je dirais, à la fois qui est rigoureuse évidemment, mais qui est assez standard, c'est-à-dire sélection de qualité dans les titres, minimum de liquidité, de manière à ce que ce soit vraiment réplicable pour nous et donc pour nos clients. La gestion de ce portefeuille. Eh bien, voilà un portefeuille qui n'existait pas sur d'autres plateformes, que les gens pouvaient consulter, voir la composition, pourquoi on avait choisi telle et telle valeur du secteur de l'intelligence artificielle. Et donc, finalement, en un clic, on retrouve toujours la même chose, simplicité, accessibilité. En un clic, décider de mettre 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 3%, 5%, 17% de son portefeuille sur la thématique de l'intelligence artificielle. Je cite celle-là. Il y a 4 ans ou 5 ans, on a créé par exemple le portefeuille des véhicules autonomes. Donc, toutes les entreprises du monde qui travaillent sur la notion de véhicules autonomes, comme les fameuses Google Cars que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Voilà, je pourrais faire une liste assez longue, mais on a une capacité de réaction, grâce à notre équipe de recherche, à ces thématiques de marché qui apparaissent. Et plutôt que de les présenter sous la forme d'un fonds avec un DC, un prospectus, on va plus directement regarder la composition du portefeuille, la performance du portefeuille et, comme je l'ai dit, un ensemble de métriques qui permettent à chacun d'évaluer la pertinence de ce portefeuille pour lui. Très bien, merci Julien. Alors chez Boursière, je ne sais pas s'il y a des portefeuilles intelligents, je sais qu'il y a du prêt de titres. Voilà, donc est-ce que Catherine, vous pourriez nous détailler les fonctionnalités spécifiques à Bourse Direct, s'il vous plaît? Oui, alors effectivement, je pense que chez Bourse Direct, on a un positionnement peut-être un petit peu différent dans la mesure où on est resté très attaché finalement à l'humain. Effectivement, on est dans le monde du numérique, de l'information, des réseaux, de tout ce qu'on veut. Il y a plein d'informations partout. Il faut pouvoir faire le tri. Et nous, on a fait le choix, comme je l'indiquais tout à l'heure, de l'expertise et de l'expertise au travers d'une équipe
qui est en mesure d'accompagner nos clients, de répondre au téléphone, de leur donner des informations. Une équipe qui a développé un service qui s'appelle Info d'experts et qui propose à la clientèle des recommandations sur des valeurs et qui va donc donner des orientations par rapport à leur propre analyse. Alors, ce sont plutôt des chartistes, de leur propre analyse de marché, de valeurs et donc accompagner ainsi les clients dans le choix d'investissement. On peut se dire c'est un peu ringard, mais non, pas du tout. En fait, on se rend compte que toutes les catégories de clients aujourd'hui, des plus anciens aux plus jeunes, appellent très régulièrement nos équipes pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour comprendre à quoi correspond tel ou tel OST et comprendre un petit peu mieux les marchés. Donc, on reste attaché au fait d'avoir des experts qui soient en mesure d'accompagner nos clients aussi dans le cadre de l'offre de services tout Internet, tout instrument, tout produit. Voilà, donc je pense qu'effectivement aujourd'hui, l'ensemble des acteurs essaient de proposer des produits à peu près équivalents en standard, en gamme d'instruments financiers. Je dirais que notre différenciation se fait par ce mixte et ce schéma un petit peu hybride dans l'offre de services que nous proposons. Ensuite, effectivement, nous avons lancé un service il y a maintenant un peu plus d'1 an qui est le prêt de titre où nous proposons à nos clients de nous donner un droit d'utilisation de leurs titres pour pouvoir les placer sur le marché du prêt de titre, qui est un marché qui n'est pas ouvert aux particuliers, mais uniquement aux professionnels. Et donc, c'est un marché qui engendre des rémunérations sur les titres prêtés, alors des rémunérations variables en fonction de l'offre et de la demande sur certaines valeurs. Et cette rémunération, nous la partageons avec nos clients. Donc, nous avons considéré que c'était, je dirais, un élément de rendement complémentaire pour nos clients, en plus de la performance et des plus-values potentielles sur leur portefeuille, en plus des dividendes qu'ils peuvent percevoir. Ils peuvent également percevoir une rémunération sur les titres déposés chez Bourse Direct. Et donc, ça leur fait un complément de revenus qui ne présente aucune contrainte puisque le client peut acheter et vendre de façon libre, même si ces titres sont prêtés, puisque nous assurons la gestion de ces titres prêtés avec toutes les sécurités qui vont bien pour que le client ne soit pas bloqué dans ses opérations. Et en revanche, il peut bénéficier de cette rémunération. Donc, je dirais que c'est une offre un petit peu originale sur le marché. Ça l'est. Écoutez, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Je vous propose qu'on aille vers la conclusion et peut-être de manière un peu prospective, qu'on se demande voilà, qu'est-ce qui fera le futur de l'investissement. Voilà, il y a beaucoup de mots, trading haute fréquence, utilisation de l'IA. Donc, selon vous, peut-être en simplement quelques minutes, qu'est-ce qui va révolutionner l'investissement dans le futur? Et je pose la question à Fabien pour Saxo Bank. L'IA. S'il faut choisir un thème, l'IA comme source de développement dont on ne mesure pas l'impact qui va arriver dans les années qui viennent. Enfin, si on se retourne 2-3 ans en arrière, on n'imaginait pas tout ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec l'IA, y compris dans les entreprises, pas juste au niveau des particuliers. Donc, ça va permettre des avancées très importantes dans notamment le service client. Quand on discutait tout à l'heure, on a mis un bot en place quand les clients veulent faire un chat, donc depuis leur plateforme, avec le service client. Les 3 premiers échanges se font avec un bot. 75% des demandes, il n'y a pas de transfert à un humain derrière, puisque 75% des demandes sont répondues par le bot automatique. C'est parce qu'on a mis en place un nouveau système d'IA. Avant, on était à 45%, on est passé à 75% et on améliore encore la capacité. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle permet de répondre avec une base de connaissances interne, qui est essentiellement notre FAQ, notre foire aux questions. Mais en allant chercher l'information là-dessus, une machine peut répondre aux clients. Ce qui veut dire que ça libère du temps pour les autres qui vont pouvoir, les agents humains, s'intéresser à des sujets à forte valeur ajoutée. Donc, potentiel de développement énorme, mais on est limité par le temps, donc je vais réduire. Mais attention, parce que l'IA, ça permet aussi de faire des arnaques comme on n'en a jamais vu précédemment. Aujourd'hui, au téléphone, si vous prenez la parole publiquement comme on est en train de le faire et si on le fait régulièrement, notre voix est connue, notre voix est disponible, éventuellement dans différentes langues ou avec différentes intonations. Et donc, l'IA peut reproduire cette voix et simuler un appel téléphonique. On l'a fait avec notre économiste. Derrière, nos interlocuteurs n'étaient pas capables
de discerner au téléphone si c'était une personne. Donc maintenant, on est obligé de mettre des appels vidéo pour vérifier l'identité de nos clients. On a à peu près 18 mois de sursis, puisque dans 18 mois, on sera capable de capter le signal et donc de mettre une vidéo qui sera générée à la place de nos clients. Donc l'IA, c'est une source de potentiel énorme, mais elle est au service pas seulement des banques et des courtiers et des gens bienveillants, mais aussi des gens malveillants. Donc il faut faire très attention à la façon dont on le développe. Voilà, c'est sur les deux tableaux. Bien sûr, il faut être positif, il faut l'intégrer, mais de façon très très soigneuse et très réfléchie. Merci Fabien. Je pose la même question à Catherine Mini. Comment voyez-vous le futur de l'investissement? Alors moi, je crois que notre métier va être complètement transformé. Alors certes, l'impact de l'IA, mais je crois vraiment à l'évolution du métier vers la numérisation des instruments financiers. On en a vu quelques prémices, notamment avec des émetteurs qui ont émis des tokens sur de la dette obligataire notamment. Et je crois vraiment qu'à partir du moment où les banques centrales et les banques nationales vont être en capacité de délivrer une monnaie numérique, et je ne parle pas de crypto-monnaie, je parle de monnaies numériques qui seront régulées, centralisées, cela va faire basculer le monde de l'échange des instruments financiers vers du 100% numérique. Alors, je ne sais pas à quelle échéance. En tous les cas, c'est ma vision de l'évolution du marché. On a vu des industries qui ont été complètement transformées. Si on prend un exemple de l'industrie du disque, par exemple, on était sur du vinyle, on est passé au CD, et le CD a disparu pour finalement de la musique en streaming. Et donc, je pense que dans notre industrie, on va voir apparaître de plus en plus d'émetteurs qui émettront des tokens et que les particuliers pourront se les échanger au travers de plateformes qui sont des blockchains, puisque pour le coup, la crypto a été assez précurseur dans ce domaine de modalités techniques d'échange d'instruments. Cela se fera peut-être certainement dans un monde régulé, supervisé, mais le modèle de l'échange numérique sera peut-être le modèle de demain, ce qui veut dire que les investisseurs pourront traiter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisque ce seront des formes d'échanges bilatéraux qui vont nécessiter de repenser complètement aussi le métier de la conservation, puisque nous sommes teneurs de compte conservateurs, donc on s'interroge sur cette évolution, puisqu'on n'aura peut-être plus besoin non plus de conservateurs, on n'aura plus besoin de chambres de compensation, donc ça peut être une vraie révolution du marché. Très bien. Et donc, Julien, est-ce que vous voyez autre chose en plus de l'IA et de la tokenisation? La tokenisation, bah oui, enfin, on a fait des bitcoins en 2012 et là, on a lancé la tokenisation des actions, mais c'est à l'intérieur de notre réseau eToro entre nos clients seulement. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, mais on est en veille là-dessus et on attend qu'une chose, c'est que l'industrie se décide sur les standards. Et dès que c'est fait, ça va partir plutôt vite. En tout cas, on est très convaincu de ça. Sinon, pour faire en deux mots les prospectives, alors je reviens sur la notion de marché, offre et demande. Du côté de la demande, on a décrit l'évolution des investisseurs. Mais cette évolution, c'est une dynamique. On ne pense pas qu'elle va s'arrêter. Ça va continuer. Et si je prends l'analogie de l'échange, j'ai 1 euro, mon boulanger a une baguette, je lui donne 1 euro, je repars avec ma baguette. On avait un chacun tous les deux. Après l'échange, on a un chacun. La connaissance, l'éducation, c'est la fameuse phrase. J'ai un, l'autre a un, on échange, on repart tous les deux, on a deux. Et en fait, ça veut dire que nos clients se forment, sont de plus en plus sophistiqués en fait. Ça a l'air de rien, mais c'est une dynamique qui va avec celle de l'arrivée de nouveaux investisseurs. Et donc, plus ils se sophistiquent, plus ils veulent de choses encore différentes. Alors, dans notre stratégie, il y a celle d'avoir aussi des produits d'épargne, parce qu'évidemment, se sophistiquant, ils commencent à regarder l'intérêt de la fiscalité ici, l'intérêt du type d'instrument là, etc., etc. C'est comme ça qu'on a lancé, par exemple, l'assurance vie, le PER très récemment, et qu'on va lancer d'autres services du même registre, comme l'ISC en Angleterre et l'ISK en Suède. Ce sont les mêmes choses, même raisonnement dans chaque pays. Dans cette sophistication, il y a aussi alors l'IA. L'IA, je vais donner juste un chiffre très simple. À peu près fin 2024, 13% de nos clients utilisaient l'IA quotidiennement pour leurs investissements. Ça y est, on est à 20%, on est à 19% exactement. Quotidiennement. Et quand on leur demande quel est le plus important pour l'an prochain, c'est mieux utiliser l'IA. Donc, on a lancé un robot qui est dédié à ça à l'intérieur de la plateforme, qui s'appelle Tori, et qui va chercher toute l'information financière. En fait, 75% de la demande, elle est autour de la recherche. Bon,
préalablement à l'investissement. Et ça, c'est vraiment clé de savoir que c'est ce qui intéresse les gens. Maintenant, une fois qu'on a cette démarche, et je vais boucler avec le sujet de la productivité, nous, en fait, chaque client, à partir de 5 000 euros, il a le droit à un conseiller dédié. Alors, vous pourriez dire, c'est dommage qu'il n'en ait pas en dessous de 5 000 euros. On aimerait, mais ça coûte cher. Et ça, tout le monde peut comprendre que le service, il arrive à un certain seuil. Mais d'avoir un client dédié à partir de 5 000 euros et un robot qui fait toutes les recherches dont vous avez besoin, donc qui traite 75% des demandes, ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Le service qu'on vous propose, qui est proposé par l'industrie, alors ici je décris le nôtre, eh bien, il s'optimise en permanence. Donc, tant du côté de l'offre que de la demande, la dynamique est vraiment très forte, très soutenue. Très bien, merci Julien. Je me tourne vers l'organisatrice. Est-ce qu'on a le temps pour des questions-réponses ou pas? Ok, on a combien de temps? Ok, bon. Donc on a le temps pour quelques questions-réponses. Alors voilà, je vois qu'il y en a déjà une dans l'Assemblée. Voilà, je pense qu'on est en petit comité. Si vous pouvez juste parler à haute voix, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, Elias Ganet de Capgemini. Super présentation, très intéressant de voir les différents aspects. Je me pose la question par rapport aux nouveaux acteurs, les super apps que sont Revolut, que sont Boursorama, que sont N26, qui offrent des solutions complètes de banking et d'investissement, surtout dans la population jeune. Parlons de ceux jusqu'à 35 ans. Est-ce que ce sont des concurrents à vous? Est-ce que ce sont des complémentaires? Est-ce que vous êtes systématiquement comparé à eux? Vous êtes très spécialisé, vous êtes très professionnel. Est-ce qu'il y a une concurrence, une complémentarité avec eux? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre question, vous avez associé N26, Revolut et Bourso. Voilà, et Bourso, Fimatech, où on a Fimatech, c'est pas, où on a pas mal de nos salariés, je pense, qui sont passés par là. Donc moi, je les mettrai pas dans la même catégorie parce qu'il y a effectivement un modèle auquel peut-être ils aspirent, qui est de remplacer les banques de réseau et d'être un modèle où on aura à travers un service en ligne, des comptes courants, du crédit immobilier, du crédit à la consommation, de l'investissement. Et donc, effectivement, on est comparé et en tout cas, en ce qui concerne Saxo, on considère effectivement que Bourso, N26 qui est plutôt récent sur le secteur, ou Revolut qui a commencé déjà il y a quelques temps, qui sont des concurrents. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on est un peu un pure player de l'investissement, donc on est spécialiste. On a cette expertise, on a cette connaissance qu'on met à disposition. Et chez Saxo, on a toujours fait le choix de rester sur un métier qu'on connaissait, que ce soit pour nos clients directs, on n'en a pas parlé, mais on a aussi qui est quand même 45% du chiffre d'affaires du groupe, du business indirect, donc du B2B2C, où on propose en marque blanche, mais en vraie marque blanche, à des établissements qui ont un agrément de tenue de compte conservation, toute notre architecture informatique pour qu'ils proposent à leur tour à leurs clients, qu'ils deviennent nos concurrents en fait. Et donc, il y a des pays comme l'Espagne, par exemple, on n'est pas présent en marque propre, mais c'est que des partenaires qui sont là. Et donc, on fait ce choix de cette expertise. Donc, ce sont des concurrents, mais qui seront des concurrents généralistes. Et effectivement, quand on entend Revolut qui prend la parole dans la presse avec des signaux très forts de Frédéric Oudéa qui les a rejoints, ils ont clairement Bourso en tête. Enfin, je veux dire, ce qu'ils veulent, c'est concurrencer les grands réseaux bancaires. Donc, c'est une opportunité, je pense, pour le secteur parce qu'ils ont réussi quand même à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils ont sensibilisé les jeunes à prendre conscience qu'il fallait investir et qu'il fallait se réveiller. Donc, de ce côté-là, et on en connaît pas mal, enfin, en tout cas, j'échange avec pas mal d'entre eux, il y a un effet positif. En revanche, je pense que ce à quoi ils aspirent, c'est pas de faire de la bourse uniquement, et donc de partir sur un modèle plus généraliste et d'avoir un modèle qui va plus porter vers Fortuneo, Bourso, les banques en ligne qui proposent une gamme plus large. Donc, concurrents, mais une bonne menace qui nous rappelle que si on n'évolue pas, on est mort. Ça vous convient comme réponse? Réponse partagée? Oui, moi je dirais exactement la même chose. Je pense que c'est la différenciation entre un généraliste et un spécialiste. Maintenant, ça fait bouger les lignes. Ça permet aussi aux acteurs historiques d'avancer différemment. Mais pour autant, voilà, il y a une offre très large et certains clients vont rechercher plutôt le spécialiste. Oui, je vous en prie. Monsieur Bratou, JS Carway. Il y a une statistique qui fait beaucoup parler quand même ces derniers mois, c'est celle de la grande transmission. 8 milliards en France, c'est 2040.
comment les acteurs de l'investissement, peut-être si on parlait du sujet, jouent un rôle là-dedans, sur lequel les banques privées, les patrimoines sont déjà en train de pencher. Je peux dire un mot. Donc, comme on est coté, vous trouverez, si vous êtes intéressé, dans les relations investisseurs du site corporate d'Itoro, l'intervention de notre CEO. On a 4 piliers stratégiques de développement. C'est un des 4. Donc, on est complètement sur le sujet. On y est déjà à 100%. Il faut qu'on monte à 200%. C'est central stratégiquement. Alors, on est une plateforme, je veux redire qu'on est une plateforme multi-actifs qui assure un service de pédagogie le plus fort possible pour que le niveau de sophistication de nos clients progresse et qui développe des offres locales. Donc, c'est déjà, je pense, une grande partie de la réponse. Mais le reste est dans les éléments de la stratégie, c'est-à-dire qu'on travaille dessus. Peut-être une chose, un constat en tout cas qu'on fait, cette transmission qui va arriver et qui va même démarrer, on va passer d'une génération à l'autre et on va arriver sur une génération qui va détenir le patrimoine qui est digital de naissance, ou quasiment. Et donc le modèle de la banque privée telle qu'elle est aujourd'hui, qui a des avantages pour les gens qui sont peut-être retraités aujourd'hui, avec une forme de service qui est particulière et une tarification qui va avec, ne correspond pas, dans la plupart des cas, à la nouvelle génération. Et donc, le vrai challenge qu'ils vont avoir, c'est pour les banques privées traditionnelles de se réinventer et de se dire, OK, comment je fais pour garder la génération d'après? Et pour pas qu'elles viennent dans c'est des acteurs comme chez nous. Donc, on est plutôt assez bien placés. Nous, on se rend compte que, alors, encore une fois, on ne fait pas de conseil, on ne fait pas de gestion. Donc, on est vraiment un accès au marché financier. On se rend compte qu'il y a des jeunes générations qui quittent pour la partie « je gère mes investissements tout seul », donc c'est une petite partie de leur patrimoine, qui viennent chez nous et qui quittent les banques privées parce que le service est équivalent, la tarification est beaucoup plus intéressante, parce qu'on n'a pas tous les autres services que proposent les banques privées. Donc ce challenge, je pense que c'est vraiment les banques privées traditionnelles qui vont devoir se la poser et de se dire comment est-ce que j'intègre de la tech ? Comment est-ce que je simplifie mon service pour pouvoir garder ces nouvelles générations? Et donc, c'est plutôt bon signe pour nous. Moi, j'ai tendance à penser que la question de la transmission est avant tout liée à la question de la fiscalité. Et ce qu'on peut penser, c'est que la mobilité s'accroît, c'est-à-dire que les jeunes générations aujourd'hui n'hésitent pas à bouger, à se déplacer, à vivre ailleurs, voilà. Et donc, l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir continuer à capter et à conserver ces clientèles-là, quel que soit leur choix de destination. Et donc, c'est un point important pour tous les acteurs aujourd'hui qui ont une capacité sur un plan international. On a peut-être le temps pour une dernière question. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ou des questions en ligne que je ne vois pas. Autrement, moi, j'avais bien évidemment une autre question en tête. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y en a, sinon je vais y aller. On parlait donc des jeunes. Pourquoi être jeune et aller investir? Donc, il y a évidemment la quête de rentabilité, c'est évident. Et est-ce qu'il peut aussi y avoir la quête de sens? On est un peu la génération qui, soi-disant, est en perpétuelle recherche de sens. Et je pose la question notamment du rôle qu'on peut avoir en tant qu'investisseur. Voilà, aux États-Unis, il y a eu l'affaire GameStop qui montre vraiment que les investisseurs particuliers peuvent avoir un rôle à jouer, que ce soit dans la gouvernance d'entreprise, dans les décisions d'entreprise. Est-ce que c'est le cas en France? Je peux être investisseur d'une entreprise du CAC 40 et jouer d'une manière ou d'une autre un rôle et donner du sens à mon investissement? Alors, donner du sens, oui, mais enfin, je ne devrais pas dire mais d'ailleurs. Pour pouvoir donner du sens à ces investissements, il faut investir. Et malheureusement, on n'est pas encore, quand vous preniez l'exemple de Gameloft, on n'est pas encore à ce niveau d'investissement, ou en tout cas que ça ait que ce soit suffisamment diffusé dans la société pour avoir, je pense, les mouvements qu'on a eus, en tout cas sur la partie réaction sur des forums, sur des communautés. Sur la partie institutionnelle réglementation, ce qui s'est passé et tout le short qu'il y avait eu sur le titre à l'époque aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit possible en France, puisque le short est beaucoup plus encadré et de shorter plus que la valeur de la société. Je pense qu'il y aurait eu des petites investigations et questions de l'AMF assez rapidement. Mais pour la question du sens, elle est au cœur, je pense, des problématiques de la jeune génération, qui effectivement
veut donner du sens, mais donner du sens par l'investissement, c'est possible. Aujourd'hui, il y a quand même une incompréhension, il me semble, parmi certaines personnes, notamment des gens qui prennent la parole. Financer des entreprises, investir dans des actions, c'est financer l'économie réelle. On ne peut pas, comme on l'entend de temps en temps, opposer la bourse et l'économie réelle. C'est-à-dire, oui, c'est virtuel, le capitalisme, la spéculation, mais la base quand même de financer des entreprises, quand on investit dans du non-coté, puisqu'on donnait les chiffres au début, 38%, je pense, du patrimoine des ménages qui investit dans des titres de propriété, l'écrasante majorité, c'est du non-coté. On a quand même la partie cotée, c'est 300 milliards, on en a 5 fois plus sur du non-coté. Donc, on est vraiment en France, un pays qui investit énormément dans le non-coté. Et donc, investir dans la boîte de quelqu'un qu'on connaît ou dans un projet auquel on croit, c'est hyper positif. Mais dès qu'on passe, si cette boîte vient à être cotée et qu'on investit en bourse, il y a une petite connotation quand même qui n'est pas top. Donc, il y a changer ces mentalités, donc à travers l'éducation, à travers la formation, la pédagogie. Et une fois qu'on a déjà cassé cette première barrière, ensuite, effectivement, on aura un vrai outil pour donner du sens, parce que ce sont les actionnaires qui doivent donner du sens. La France, nous, je disais, présent dans pas mal de pays dans le monde, on a des demandes particulières, et je pense qu'on le retrouve chez pas mal des acteurs en France, de personnes, d'investisseurs français qui demandent des attestations pour participer aux assemblées générales. C'est quelque chose de très répandu qui nous paraît normal, mais quand dans les autres pays, on dit mais pourquoi est-ce que vous voulez développer des services et pourquoi est-ce que vous voulez avoir des réconciliations avec les dépositaires pour savoir si à telle date il était actionnaire, etc. C'est des problématiques qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a quand même parmi les gens qui investissent cette volonté d'intervenir dans la gestion des boîtes et en tout cas de se faire entendre. Il y a des vidéos virales sur une assemblée générale de Carrefour qui a fait le tour des réseaux dont on a beaucoup vu. Donc on voit des investisseurs particuliers qui vont participer aux AG, qui veulent intervenir, qui ne vont pas que pour les petits cadeaux et les goodies, mais qui veulent aussi faire entendre leur voix, s'impliquer dans la vie des sociétés et de la société en général. Donc la jeune génération, à travers l'investissement, peut donner du sens, c'est un levier d'action supplémentaire. Donc là-dessus, il faut briser ce frein qui est à investir, j'ose pas, je sais pas. Si, investissez parce que ça ouvre, ça permet de s'ouvrir, analyser une boîte, c'est quand même s'ouvrir sur des modèles économiques, sur des stratégies de produits, sur des modes de gestion. Enfin, ça apporte énormément de choses. Donc, investir, c'est vraiment une source de diversité, d'apprentissage, d'ouverture au monde qui est extrêmement riche et qui permet de donner du sens à ce qu'on fait. Je vous en prie. Alors, moi, je pense qu'effectivement, la culture en France est très différente de la culture américaine, que ce n'est pas les 1,7 million d'investisseurs en France qui pourront faire bouger des valeurs du CAC. Et tous ici, je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait 10 fois plus d'investisseurs en France. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment culturel, et c'est culturel par rapport à l'organisation de la société. Il me semble qu'en France, pendant de nombreuses années, l'investissement sur les produits financiers a été considéré comme un investissement pour quelques privilégiés dans un but spéculatif et réservé à une élite. Il me semble qu'aujourd'hui, la vision est un peu différente, et notamment avec ce qui se passe aujourd'hui en France et l'endettement de notre pays, la réforme des retraites à venir, qui positionne aujourd'hui les jeunes générations vers un souhait de capitalisation et donc peut-être un changement culturel assez fort qui fera que peut-être dans quelques années, effectivement, on verra beaucoup plus d'investisseurs et avec une capacité à influencer les marchés, peut-être ou pas. Oui. D'accord. Je vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Je crois que tout a été dit. Juste l'affaire GameStop, le cas particulier. En fait, si on était en France, ça va reprendre un peu ce que vient de dire Catherine Nini, mais une small cap française, avant qu'on ait suffisamment d'acteurs qui s'agglomèrent autour de ce sujet pour qu'il se passe quelque chose, c'est pas notre cours. Il peut pas se passer la même chose. Les pays européens sont trop petits les uns et les autres pour pouvoir ce type d'événement. En revanche, et au-delà de la partie morale, nous, en tant que prestataire de services d'investissement, il faut qu'on mette tous les outils à disposition pour que s'expriment ces volontés, ces souhaits. Je vais parler tout à l'heure du scoring ESG. Donc, évidemment, c'est compliqué de dire si un investissement respecte des critères ESG, mais il existe des manières de le quantifier, de le mesurer. Bonne ou mauvaise, ce n'est pas le débat. Mais de savoir qu'à chaque fois qu'on regarde une valeur, un portefeuille, on puisse avoir instantanément une indication du niveau de ESG, c'est très important. Pouvoir voter aux assemblées générales à chaque fois qu'on le souhaite, ça fait aussi partie des services qu'on propose. C'est vraiment indispensable. Donc, tout ce qu'on peut faire
pour justement permettre une connexion plus directe entre l'investisseur et l'investissement et ce qu'il se passe, il faut le faire. C'est ce qu'on fait tous et ça fait partie de la dynamique globale des services d'investissement. Très bien. Écoutez, je vous propose de conclure, surtout de vous remercier voilà, pour votre éclairage tous les trois, Fabien, Catherine et Julien. Merci de nous avoir donné autant de détails. Comment? Celle que tu m'as partagée? Oui, d'accord. Voilà, alors peut-être juste une dernière question, mais je pense qu'on va revenir sur le thème de l'onboarding. Donc je vous propose d'y répondre très très rapidement parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Le rôle de l'open finance, est-ce que, c'est-à-dire voilà, la possibilité de partager ces données bancaires, est-ce que vous y voyez un impact dans votre quotidien? Je vous propose d'y répondre très rapidement. Puisque voilà, on revient au sujet précédent. C'est Colombo, c'est toujours la dernière question Oui, au dernier voilà, moment qui est un peu gênant parce qu'en une minute de répondre à un sujet comme ça, c'est pas facile. Oui. C'est voilà, juste on a de plus en plus les outils pour faciliter l'accès pour les investisseurs, encore une fois, quel que soit leur niveau de connaissance préalable, aux zones d'investissement qu'on leur propose, en adéquation justement avec leurs connaissances. Donc, toutes les formes de données qu'on peut, du point de vue de la réglementation, utiliser pour faciliter ça, eh bien, ce sera forcément bienvenu. Je ne peux pas le formuler plus différemment et plus court. C'est parfait. Je ne sais pas si Fabien voulait... Oui, le cadre réglementaire. Alors, Open Finance, je ne suis pas sûr de voir le thème. Si c'est la connectivité... le partage des données bancaires. Le partage des données bancaires, effectivement, le risque est important pour les clients et il faut bien faire passer le message. Les gens, encore une fois, il faut sensibiliser au risque. Parce que le nombre de personnes qui disent oui, mais je voudrais pouvoir voir ça sur telle appli, une appli obscure, quand on se renseigne, on se dit mais comment est-ce qu'ils veulent qu'on ouvre nos livres à des acteurs comme ça? Donc il y a encore une fois l'éducation qui est clé dans ce domaine aussi. Eh bien, super. On conclut donc en reparlant des fondamentaux. Voilà, cette fois-ci, je vous remercie vraiment. Et puis voilà, pour ceux qui le peuvent, il y a un café qui vous attend juste à la sortie. Merci encore.